Israël et l'Iran sont-ils désormais deux pays en guerre ouverte? 2 semaines après le bombardement meurtrier du consulat iranien à Damas, en Syrie, attribué à l'armée israélienne, Téhéran a réagi dans la nuit de samedi à dimanche dernier via une attaque massive de drones et de missiles dirigés vers le territoire israélien. Une attaque que Téhéran présente comme une punition et qui sera manifestement suivie de représailles. Le Moyen-Orient est-il parti pour une guerre totale? Les grandes puissances, États-Unis en tête, vont-elles se mêler à cette confrontation et faire basculer notre monde dans l'inconnu? On parle là de la plus grande attaque de drones de l'histoire quand même. Sauf qu'il faut pas oublier de mentionner un petit détail. C'est que le gouvernement iranien, il a envoyé des mails, des SMS, des snaps et même paraît-il des fax pour prévenir bien en avance l'État israélien où ils allaient frapper pour qu'en face, ils aient bien le temps de se préparer, d'amener leur antimissile et d'intercepter les frappes iraniennes. Près de 99% des frappes ont soit été interceptées, soit n'ont même pas atteint leur cible. L'attaque du 1er avril sur Damas et sur l'ambassade d'Iran à Damas a été menée très certainement en toute conscience de ce risque. C'est-à-dire que Netanyahou, en décidant de cette attaque, savait que l'Iran ne pourrait pas ne pas répliquer. Donc on est dans une logique assez évidente. Maintenant, un peu nihiliste quand même. Oui, mais je crois qu'il y a une vraie conviction, on en a déjà parlé autour de cette table, une vraie conviction en Israël que la puissance permet de tout régler. Ça, c'est la base même de la politique de sécurité. C'est une conviction qui ne se fonde sur aucun précédent historique récent. Partout, ta fameuse expression, l'impuissance de la puissance a été caractérisée. Donc, c'est pour ça que je parle de nihilisme. L'Iran, je suis d'accord sur le fait que, d'un point de vue interne, c'est un régime qui est en difficulté. Je rappelle qu'il ne tient que parce qu'il a pratiqué des arrestations massives et des exécutions capitales de personnes qui demandaient des libertés dans ce pays dans la période récente. Et donc, du coup, l'utilisation de la politique internationale et de la projection de la puissance iranienne dans la région a toujours été un moyen d'essayer de donner de la dynamique au pouvoir. C'est un classique dans l'histoire des États. Il n'y a pas longtemps, le peuple iranien s'était mobilisé dans de grandes manifestations contre le gouvernement, mais aussi contre sa police omniprésente, contre la ségrégation des femmes qui peuvent être abattues si elles portent mal leur voile, ou encore contre la grande pauvreté. Il y a eu de grandes organisations dans les quartiers, il y a eu des universités qui ont été bloquées et des affrontements violents avec l'État qui a réprimé ces manifestations avec des arrestations, des assassinats et même des gens pendus à une grue histoire de terroriser la population. La marge de manœuvre de la République islamique est assez étroite. Pourquoi ? L'Iran n'a aucun intérêt à une guerre, je dirais, banalisée, c'est-à-dire correspondant à cette vision frontale, cet affrontement entre armées qui transformerait le Grand Moyen-Orient en un champ de bataille global. Pourquoi l'Iran n'a aucun intérêt à cela ? Parce que cela permettrait à Israël et en tous les cas au gouvernement Netanyahou de réaliser son objectif qu'il caresse depuis des années, anéantir le potentiel nucléaire de l'Iran. L'Iran ne sera pas transformé en Gaza parce que les données géographiques ne sont pas les mêmes, mais on voit à travers Gaza comment la volonté stratégique d'Israël d'anéantir l'autre, de ce que Clausewitz appelait terrasser l'ennemi, est une très forte vocation. L'Iran le sait et n'a aucun intérêt à le faire. Si l'Iran avait vraiment voulu bombarder, ils n'auraient pas prévenu à l'avance et ils auraient employé d'autres types d'armements. Donc je trouve que là, Bertrand Badi prend du recul et essaie de nous expliquer quelque chose qui n'est pas toujours facile à entendre, puisque très très vite, et ça va être l'objet du top numéro 4, très très vite on peut tomber sous le coup d'une accusation d'antisémitisme généralement infondée. Et effectivement, la star de ton top 4, c'est Bassem Youssef, un humoriste anglophone qui est très connu, qui a plusieurs fois percé le mur du buzz mondial.
Oui, absolument. Il est d'origine égyptienne. Il vit effectivement aux États-Unis et il intervient depuis le 7 octobre de manière assez régulière. Donc, il commence à être effectivement connu du grand public. Donc, c'est un humoriste, hein, tu l'as dit. C'est France 24 qui a eu la très bonne idée de l'inviter sur son plateau. Je trouve étonnant et surtout révélateur qu'il faille faire appel à un humoriste pour avoir des propos bien plus pertinents que des experts en carton de plateau télé. En l'occurrence, là, il s'exprime sur cette fameuse accusation d'antisémitisme. Cette conférence organisée par l'association étudiante Libre Palestine avait été autorisée la semaine dernière, conformément au Code de l'éducation garantissant le cadre de la liberté d'information et d'expression, explique l'université. Ces libertés publiques et fondamentales n'ont pas su résister aux menaces et pressions qui pèsent sur l'établissement depuis une semaine. L'université reconnaît à demi-mot avoir cédé aux pressions et dit les regretter, mais elle estime que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de l'université de Lille qui, pour justifier sa décision, vise l'escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril au Moyen-Orient, provoquant une montée préoccupante des tensions internationales. Ce qui n'a pas empêché les militants insoumis de venir en masse, comme vous pouvez le voir autour de moi, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés des militants de lutte ouvrière, des jeunes communistes, de l'Union communiste libertaire, la CGT. Nous avons vu des drapeaux palestiniens, des militants étudiants de l'UNEF ou encore l'Union étudiante. Nous avons parlé avec Isabelle qui s'est dit touchée par la participation d'autres mouvements politiques à cet événement. Le mot d'ordre de ce rassemblement est « nous ne nous tairons pas, nous ne céderons pas ». Il va falloir qu'on fasse front. Moi, je suis prêt je le dis à ce micro, à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, avec Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Nathalie Arthaud, tous les représentants des directions politiques, syndicales, etc., qu'on fasse un front. L'heure est à la réconciliation. Parce que moi, l'année dernière, il y avait des casserolades. Il y avait des casserolades où les ministres, ils osaient même pas sortir du TGV, où des ministres annulaient dans leur agenda, où on savait même pas, en fait, où était terré Emmanuel Macron, où il y avait 3 millions de personnes dans les manifestations parisiennes. Il y avait un niveau de radicalité qui s'exprimait. Et c'est incroyable de se dire qu'un an plus tard, jour pour jour, on se retrouve avec des meetings de candidats à la présidentielle qui ne sont pas annulés une fois, mais à de multiples reprises. C'est-à-dire qu'on utilise en fait tous les artifices et toutes les institutions pour empêcher d'avoir la moindre opposition sur la question du soutien au peuple palestinien. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. Système politique, on est en train en fait de faire de LFI le nouveau Rassemblement national. On est en train de faire de LFI le nouvel épouvantail anti-républicain. On est en train de faire de LFI les nouveaux représentants du parti des infréquentables. Et à côté de ça, qui est laissé tranquille, qui caracole en tête des sondages, qui avance à bas bruit dans l'indifférence générale, le Rassemblement national. L'ONU a rappelé que sa priorité était un cessez-le-feu à Gaza et la libération de tous les otages. Ce matin, Emmanuel Macron confirme que la France a bel et bien procédé à des interceptions de drones et de missiles, et ce à la demande de la Jordanie, puisque la France détient une base aérienne sur le sol jordanien. Pour le président, la France est une puissance médiatrice. L'armée israélienne a été aidée par l'armée française, britannique et états-unienne pour intercepter ces missiles. Donc ça veut dire que les gars ils sont capables d'intercepter 300 drones et missiles tirés dans la même nuit depuis 3 pays différents. Attends, mais ça il fallait le dire depuis le début, parce que ça veut dire que toutes les grandes démocraties occidentales qui font semblant de pleurer devant les caméras de l'ONU sur le sort des Palestiniens auraient pu dès le début intercepter les missiles et les drones israéliens en fait. Donc pour ceux qui en doutent encore, les États peuvent contraindre l'État israélien à arrêter la guerre, et s'ils le font pas, c'est que c'est un choix, c'est que c'est de la complicité. Israël, assassin, Thales complice. Israël, assassin, Thales complice. Israël, arrêtez d'armer Israël, arrêtez d'armer Israël. Aller en manifestation, demander gentiment un cessez-le-feu, clairement ça ne fonctionne pas, ni nos gouvernants à nous, ni Netanyahou n'écoutent les appels du peuple qui demande l'arrêt des bombardements sur Gaza. Donc on s'en prend directement aux conditions matérielles de ce génocide qui sont les armes que les États occidentaux fournissent à Israël. Il faut savoir que sans les armes fournies par les États occidentaux, Israël ne peut pas continuer son offensive génocidaire sur Gaza. Ils sont complètement dépendants du matériel militaire fourni par l'étranger. Le rapport parlementaire qui a été établi en 2023 sur l'année
2022 et qui montre qu'il y a des licences d'exploitation d'armes qui ont été délivrées à Israël. Et non seulement vous avez des licences d'exploitation d'armes qui ont été délivrées à Israël, également vous avez des licences d'exploitation de biens dits à double usage, donc qui peuvent être employés aussi bien dans un cadre militaire qu'un cadre civil. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun espèce d'élément pour nous permettre de s'assurer que ces licences n'ont pas été suspendues par la France. Donc déjà, il y avait ce rapport parlementaire qui était extrêmement clair sur l'existence de ces licences, et il a été confirmé dans son exploitation par les révélations de Disclose qui ont révélé effectivement qu'il y avait des composants, des munitions qui étaient utilisées par Israël qui venaient directement de la France. Donc évidemment, le lien est immédiatement établi entre la fourniture d'armes et ce qui se passe à Israël, ce qui fait que nous avons introduit une action devant les juridictions administratives pour que la France suspende l'ensemble des licences d'exploitation d'armes qui ont aujourd'hui été livrées à Israël.